J'ai ouvert plus de 2000 cages thoraciques au cours de ma carrière. J'ai tenu des cœurs encore en train de battre entre mes mains. J'ai senti la différence entre un cœur en bonne santé et un cœur qui se dégrade en silence. Pendant longtemps, les dommages les plus graves que j'ai observés en salle d'opération ne venaient pas de l'alimentation, du tabac ou de la génétique. Ils venaient de médicaments, des pilules prescrites avec de bonnes intentions, mais qui finissaient par abîmer le cœur. Je suis le docteur Paul, chirurgien cardiothoracique. Depuis 25 ans, j'opère des patients dont le cœur ne pouvait plus être sauvé autrement que par la chirurgie. Aujourd'hui, je veux parler de 5 médicaments précis que des millions de personnes de plus de 60 ans prennent chaque jour, et dont on ne parle presque jamais en détail lors d'une consultation de quelques minutes. Mon objectif n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner les bonnes informations pour mieux échanger avec votre médecin. Après 60 ans, le corps traite les médicaments différemment. Les reins filtrent plus lentement. Le foie travaille moins vite pour les éliminer. En moyenne, une personne de plus de 65 ans prend entre 4 et 5 médicaments en même temps. Certains en prennent 8 ou plus. Chaque médicament est testé seul avant d'être validé. Mais que se passe-t-il quand on en mélange plusieurs dans un corps déjà plus fragile? Cette question est presque jamais posée lors d'un rendez-vous classique. Je veux vous parler d'un patient. Je vais l'appeler Clarence. 74 ans, ancien électricien. Intelligent, prudent, il faisait tout correctement. Marchait 2 miles chaque matin, faisait attention à son alimentation et pensait que sa santé était sous contrôle. Clarence est venu me voir après son 2e problème cardiaque en 18 mois. Il était épuisé, pas juste fatigué, vraiment vidé. Une fatigue profonde qui ne disparaît pas après une nuit de sommeil. Des crampes musculaires le réveillaient à 3 heures du matin. Sa pensée était plus lente, et cela l'inquiétait. 3 médecins consultés, et toujours la même réponse. « Clarence, vous avez 74 ans, c'est normal. » Pendant 2 ans, il a entendu ça. Quand j'ai analysé toute sa liste de médicaments, chaque produit, chaque dose, j'ai compris le problème en moins de 5 minutes. Pas un seul problème, mais 3 en même temps depuis 2 ans. On reviendra sur Clarence, car la suite de son histoire explique pourquoi je fais cette vidéo. Maintenant, parlons des 5 médicaments. Les statines. Si vous avez plus de 65 ans, il y a environ une chance sur 3 que vous en preniez. Atorvastatine, rosuvastatine, simvastatine. Les noms changent, mais le fonctionnement reste le même. Les statines sauvent des vies, surtout en cas de maladie cardiaque confirmée. Les preuves sont solides. J'en ai prescrit des milliers de fois, et je continue de le faire. Mais il y a un effet secondaire souvent ignoré. Les statines bloquent une voie appelée mévalonate. Cette voie ne sert pas seulement à produire du cholestérol. Elle sert aussi à fabriquer la CoQ10, une coenzyme essentielle. Et cette différence est cruciale. La CoQ10 est le carburant des cellules du cœur. Comme de l'huile pour un moteur, sans elle, le cœur fonctionne moins bien et s'use plus vite. Une méta-analyse de 2005, confirmée plusieurs fois, a montré que les statines réduisent la CoQ10 dans le sang de 30 à 50%. Une baisse énorme dans l'organe qui en a le plus besoin. Chez certains patients, cela provoque une fatigue persistante, une faiblesse musculaire, un brouillard mental et même une baisse mesurable des performances du cœur. Clarence prenait une statine à forte dose depuis 2 ans. 2 ans avec un cœur qui ne fonctionnait pas à pleine capacité. Et voici ce qui devrait vous déranger. Le dosage de la CoQ10 n'est pas fait en routine. Ce n'est pas dans les recommandations. Certaines assurances ne le remboursent même pas. La CoQ10 est vendue librement, sans brevet, sans profit important, donc personne n'a d'intérêt à l'ajouter au protocole standard. Ce n'est pas une conspiration, c'est un système qui n'encourage pas les questions gênantes. La solution est simple, entre 100 et 200 mg de CoQ10 par jour. L'étude Q-Symbio a montré une amélioration chez les patients souffrant d'insuffisance cardiaque qui en prenaient. La vraie question à poser est « Dois-je prendre de la CoQ10 avec ma statine ?» Notez-la avant votre prochain rendez-vous. Pas « Dois-je arrêter ?» Juste cette question. Deuxième médicament. Celui-ci surprend souvent. Il ne ressemble pas du tout à un traitement pour le cœur.
et c'est justement ce qui le rend risqué. L'ibuprofène, le naproxène, le diclofénac, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On les trouve sans ordonnance, ils ne coûtent presque rien, et ils sont présents dans presque toutes les maisons. Beaucoup pensent que l'ibuprofène réduit l'inflammation, et que l'inflammation est mauvaise pour le cœur, donc que c'est sans danger. Ce raisonnement est faux. Les AINES bloquent des enzymes appelées COX. Mais la COX2 produit aussi une substance protectrice pour les vaisseaux sanguins, la prostacycline. Elle garde les vaisseaux souples et empêche la formation de caillots dangereux. Bloquer la COX2, c'est enlever cette protection. En même temps, une utilisation régulière des AINES augmente la pression artérielle de 3 à 5 mm de mercure en moyenne. Cela paraît peu, mais après 60 ans, avec des artères déjà moins souples, cette hausse augmente le risque d'AVC sur le long terme. En 2015, la FDA a ajouté un avertissement important sur ces médicaments, pas seulement pour les saignements, mais aussi pour le risque d'infarctus et d'AVC. Clarence prenait de l'ibuprofène tous les jours pendant 2 ans. Son médecin le savait. Mais personne n'a signalé le danger pour son cœur. Pour les douleurs chroniques, il existe des alternatives. Les gels anti-inflammatoires, appliqués localement, ont le même effet, avec 90% d'absorption en moins dans le corps. Pour une inflammation de fond, le curcuma avec de la pipérine a des preuves solides. Les oméga 3, entre 2 et 3 grammes par jour, ont montré de bons résultats pour le cœur. L'étude REDUCE-IT a montré une baisse de 25% des événements cardiovasculaires avec des doses élevées. C'est un chiffre important. Ne stoppez jamais un anti-inflammatoire prescrit sans en parler à votre médecin. L'objectif est d'améliorer la discussion, pas de s'auto-traiter. 3e médicament. Celui-ci a mis longtemps à être compris car il ne ressemble pas du tout à un traitement cardiaque. Il est acheté sans ordonnance, souvent pris avec le café du matin. Les inhibiteurs de la pompe à protons. Oméprazole, pantoprazole, lansoprazole. Environ 15% des adultes en prennent, parfois pendant des années. Voici le problème caché. L'acide de l'estomac n'est pas l'ennemi. Il est essentiel. Il permet d'absorber la vitamine B12. Si on bloque cet acide sur le long terme, on empêche cette absorption presque totalement. Pourquoi est-ce important pour le cœur? Parce que la vitamine B12 aide à éliminer l'homocystéine, un acide aminé qui abîme les artères lorsqu'il s'accumule. Un taux élevé d'homocystéine est un facteur de risque cardiovasculaire important, parfois comparable au cholestérol élevé, mais rarement mesuré. Une étude de 2013 a montré que les utilisateurs de ces médicaments sur le long terme avaient 30% de B12 en moins. Et avec l'âge, l'absorption diminue déjà naturellement. Après 60 ans, l'estomac produit moins de facteurs intrinsèques. Le manque devient alors encore plus important. Une carence en B12 peut provoquer fatigue, troubles de mémoire et picotements dans les mains et les pieds. Cela arrive lentement, donc on ne s'en rend pas compte tout de suite. Dans les cas graves, cela peut causer des dommages neurologiques irréversibles. Tout ça à cause d'un traitement contre les brûlures d'estomac pris pendant des années sans suivi. Et ce n'est pas tout. Ces médicaments réduisent aussi le magnésium, un élément essentiel pour plus de 300 réactions dans le corps. Pour le cœur, il est crucial pour le rythme cardiaque. Un manque peut provoquer des troubles du rythme et des crampes nocturnes. Le taux de B12 de Clarence était très bas. Son magnésium était juste à la limite normale, donc personne n'a réagi. Si vous prenez ce type de médicament sur le long terme, demandez à vérifier la B12 et le magnésium. Demandez aussi s'il est possible de réduire progressivement la dose. Pour la B12, la forme méthylcobalamine, 1000 microgrammes sous la langue, permet d'éviter le problème d'absorption. Pour le magnésium, une forme chélatée environ 400 mg par jour est mieux absorbée. N'arrêtez jamais ce traitement d'un coup. Il y a un effet rebond. L'acidité revient plus forte et vous reprenez le médicament. Il faut diminuer doucement. Les statines réduisent la CoQ10. Les AINES enlèvent une protection des vaisseaux. Les IPP bloquent la B12 et le magnésium. Clarence prenait les 3 en même temps pendant 2 ans. Personne n'a fait le lien. Chaque médecin regardait son domaine. Personne ne voyait l'ensemble. Il reste 2 médicaments. Et ce sont ceux où beaucoup de médecins, moi compris, ont longtemps manqué de recul.
4e médicament. Il s'agit d'un traitement qui évite les caillots dangereux, mais qui peut en même temps accélérer un phénomène que j'ai vu de mes propres yeux au bloc opératoire. Et le 5e, c'est encore plus difficile à accepter, car c'est une recommandation que j'ai faite moi-même pendant des années, avant de comprendre que les données disaient autre chose. Je vais vous expliquer exactement ce que je disais à mes patients, et pourquoi cela a changé. Restez bien attentifs. Les médicaments 4 et 5. Le 5e en particulier a complètement changé ma façon de pratiquer. 4e médicament, la warfarine. Utilisée depuis les années 1950, elle reste très prescrite chez les personnes de plus de 65 ans. Fibrillation auriculaire, phlébite, valve cardiaque mécanique. Elle est utilisée par des millions de patients et elle fonctionne. Elle empêche les caillots et réduit le risque d'AVC. Je ne remets pas cela en question. Mais voici ce qui n'est presque jamais expliqué. La warfarine agit en bloquant la vitamine K. Mais il existe 2 formes de vitamine K, et ce médicament ne fait pas la différence. La vitamine K2 active une protéine qui empêche le calcium de se déposer dans les artères et l'oriente vers les os. Sans cette action, le calcium se fixe dans les parois des vaisseaux. Les artères deviennent rigides comme des tuyaux qui s'entartrent petit à petit. La warfarine bloque la K2 en même temps que la K1. Donc elle évite les caillots, mais enlève aussi la protection contre la calcification des artères. Une étude de 2019 a montré que les patients sous warfarine sur le long terme avaient plus de calcification coronarienne que ceux prenant des anticoagulants plus récents. Et cela chez des patients suivis pour protéger leur cœur. En tant que chirurgien, j'ai vu à quoi ressemblent des artères très calcifiées. Cela rend tout plus compliqué. L'opération, la récupération et les résultats à long terme. Est-ce que cela veut dire qu'il faut arrêter la warfarine? Non. Une fibrillation auriculaire non traitée peut entraîner environ 5% de risque d'AVC par an. Ce risque est réel, mais cela veut dire qu'il faut poser 2 questions précises. Est-ce que ce traitement est toujours le meilleur choix aujourd'hui, avec les nouvelles options comme l'apixaban ou le rivaroxaban? Et est-ce qu'on a mesuré mon score calcique des artères coronaires? Un simple scanner permet de voir clairement ce qui se passe dans vos artères. C'est un outil très utile, mais encore trop peu utilisé. Une seule mesure peut changer une prise en charge. Maintenant, le 5e médicament. C'est celui qui est le plus difficile pour moi. Pas parce que c'est compliqué, mais parce que je l'ai recommandé pendant des années à des patients qui me faisaient confiance. Je le conseillais avec certitude, et j'avais tort. Les compléments de calcium. Si vous êtes une femme de plus de 60 ans, il y a de fortes chances qu'on vous ait conseillé d'en prendre pour vos os. Environ 1200 mg par jour, avec les repas. C'est devenu une habitude, presque automatique. Cela paraît logique. En 2010, une méta-analyse publiée dans le British Medical Journal a tout remis en question pour moi. 15 essais cliniques, près de 12 000 patients. Le résultat, une augmentation de 30% du risque d'événements cardiovasculaires chez les personnes prenant du calcium sans vitamine K2 ni vitamine D3. 30%. Cela veut dire que sur 100 femmes prenant leur complément chaque matin, environ 30 augmentent leur risque cardiaque sans le savoir. C'est ce qu'on appelle le paradoxe du calcium. Pris seul, il arrive dans le sang en grande quantité d'un coup. Le corps ne sait pas où le mettre, et une partie finit dans les artères. Le même phénomène que pour la warfarine, mais causé ici par le complément lui-même. On prend un produit pour protéger les os et on fragilise les artères. Pourquoi les recommandations n'ont pas complètement changé? Parce que revenir sur une habitude suivie par des millions de personnes depuis des années est compliqué. Il y a des enjeux, des habitudes, et c'est plus simple d'ajouter une note que de dire clairement qu'on s'est trompé. Au début de ma carrière, pendant 15 ans, j'ai conseillé le calcium à mes patientes âgées. C'était automatique. Une femme de 68 ans, avec une baisse de densité osseuse, calcium et vitamine D, 1200 microlines par jour, à prendre avec les repas. Je suivais simplement ce qu'on m'avait appris. Quand j'ai lu cette étude du BMJ et que j'ai vraiment pris le temps d'y réfléchir, j'ai repensé à chaque patiente à qui j'avais donné ce conseil, à chaque femme qui prenait ce complément tous les matins. Je me suis senti responsable, pas coupable, car je ne pouvais pas savoir à l'époque, mais responsable de faire mieux pour les prochaines.
C'est pour cela que cette discussion est importante. Si vous prenez du calcium, n'arrêtez pas brusquement, surtout si vous avez une perte osseuse confirmée. Mais posez cette question. Dois-je associer de la vitamine K2 et de la vitamine D3 avec mon calcium? Pour la plupart des patients, la réponse est oui. La K2 sous forme MK7, environ 100 microgrammes par jour. La D3 au minimum 2000 unités, parfois plus selon les analyses. Et si possible, privilégiez le calcium dans l'alimentation. Produits laitiers, légumes verts, petits poissons avec les arêtes. Les compléments doivent servir à compléter, pas à remplacer. Jusqu'ici, je vous ai parlé de ce que certains médicaments enlèvent au corps. Maintenant, parlons de ce qui protège vraiment le cœur après 60 ans. Et ce n'est pas compliqué, ni forcément lié à une ordonnance. Les oméga 3, entre 2 et 3 grammes par jour, aident à réduire les triglycérides, diminuent l'inflammation et gardent les artères souples. Le magnésium sous forme chélatée, environ 400 mg par jour, devient essentiel avec l'âge car les apports alimentaires diminuent. Il soutient le rythme cardiaque, la tension et même le sommeil. Le curcuma avec pipérine aide contre l'inflammation chronique, celle qui agit lentement sur le cœur. Ce n'est pas un antidouleur comme l'ibuprofène, mais il agit en profondeur. La nattokinase, issue du soja fermenté, semble améliorer la circulation et limiter certains facteurs de coagulation. La taurine soutient le muscle cardiaque. L'ail vieilli a montré des effets positifs sur la tension et la souplesse des artères. Aucun de ces éléments n'est magique. Ils ne remplacent pas un traitement nécessaire. Mais ils apportent ce dont le corps a besoin pour fonctionner correctement. Avant votre prochain rendez-vous médical, faites une chose simple. Notez tous vos médicaments, tous vos compléments, avec les doses. Puis, écrivez en haut de la feuille « Qu'est-ce que je perds ?» Chaque médicament a un effet secondaire. Vous avez le droit de le connaître. Les statines baissent le cholestérol, mais diminuent la CoQ10. Les IPP réduisent l'acidité, mais bloquent la PIA, la B12 et le magnésium. La warfarine empêche les caillots, mais favorise la calcification. Le calcium peut renforcer les os, mais durcir les artères dans certaines conditions. Cela ne veut pas dire que ces traitements sont mauvais pour vous. Cela veut dire que la discussion est incomplète sans ces informations. Et vous méritez une discussion complète. Revenons à Clarence. Après avoir étudié toute sa liste, je suis resté avec lui 40 minutes. Pas 7, 40. Nous avons passé en revue chaque médicament, chaque dose, chaque interaction. Ensuite, j'ai contacté son cardiologue et son médecin traitant. Nous avons construit un plan ensemble. CoQ10, 200 mg par jour. Sa vitamine B12 était très basse, donc nous avons commencé immédiatement une méthylcobalamine sous la langue. Nous avons ajouté du magnésium chélaté. L'ibuprofène quotidien a été remplacé par un gel de diclofénac. Même effet, mais 90% en moins dans le corps. Son médecin a commencé à réduire progressivement les IPP. Nous avons ajouté la vitamine K2 et la D3 avec son calcium. Rien d'extraordinaire. Pas de nouvelle opération, pas de traitement révolutionnaire. Nous avons simplement arrêté de priver son corps de ce dont il avait besoin, et nous l'avons aidé à retrouver l'équilibre. 6 mois plus tard, Clarence m'a appelé. Il m'a dit « Docteur Paul, je me sens à nouveau moi-même ». Pour la première fois depuis 2 ans, l'épuisement avait disparu. Les crampes de 3 heures du matin ont cessé dès le 1er mois. Les examens cardiaques ont montré une amélioration réelle. Son médecin traitant m'a appelé, surpris. L'évolution ne correspondait pas à ce qui était attendu. Rien n'avait changé, sauf une chose. Nous avions enfin regardé l'ensemble. Après 25 ans de pratique, ce qui me surprend le plus, ce n'est pas la complexité des problèmes, mais la simplicité des solutions. Quelques ajustements, quelques compléments ciblés, et surtout, une vraie discussion. Les médicaments ne sont pas des ennemis. Les médecins ne sont pas négligents. Le problème vient d'un système qui valorise la prescription, mais pas le suivi. Pas le temps de se demander ce que plusieurs traitements font ensemble sur le long terme. Vous ne pouvez pas changer ce système aujourd'hui. Mais vous pouvez arriver avec votre liste et ces 3 mots en haut. Qu'est-ce que je perds? Et parfois, cela suffit à changer la conversation. Si cette vidéo vous parle, partagez-la avec quelqu'un qui prend plusieurs médicaments. Un parent, un proche, un ami à qui on dit que sa fatigue est normale avec l'âge. Ce n'est peut-être pas le cas. Tout ce que j'ai expliqué
repose sur des études et mon expérience de chirurgien. Chaque situation est différente. Parlez-en toujours avec votre médecin avant de changer quoi que ce soit. Ceci est un point de départ pour une discussion, pas un remplacement. Prenez soin de votre cœur. Il travaille pour vous chaque jour sans s'arrêter. La moindre des choses, c'est d'en prendre soin.